Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour et bienvenue chez Le Psy du Travail pour un épisode un peu particulier qui s'inscrit dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative qui se déroule pendant une semaine et qui mobilise de très nombreux podcasts pour mettre en lumière des associations et leurs actions. De mon côté, j'ai choisi de donner la parole à l'association DCTH, Diffusion de connaissances sur le travail humain, qui est derrière le site Souffrance et Travail, ce site extrêmement riche, plein de ressources pour comprendre ce que le travail peut faire à la santé, mais aussi pour orienter les personnes en difficulté vers l'une des plus de 200 consultations spécialisées du réseau en France et au-delà. On avait évoqué l'existence de ce réseau avec Marie Peset dans un précédent épisode. Elle a accepté de revenir pour en parler. Mais elle n'est pas revenue toute seule parce que derrière ce travail considérable, il y a un collectif. Et donc nous serons 6 autour de la table pour en parler. Avant de commencer, je vous encourage à partager largement cet épisode. Et si vous le relayez sur LinkedIn, n'hésitez pas à taguer le Podcaston. Vous trouverez les liens dans la description. Bien sûr également, il y a le nerf de la guerre et celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez soutenir l'association par un don. C'est défiscalisé et là aussi, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Sans plus attendre, on y va et on commence par un tour de table. Etiguet, donc psychologue du travail à Bordeaux. Je suis aussi référente nationale du réseau Souffrance et Travail et j'ai une consultation Souffrance et Travail. Jean-Louis Osvat, ancien inspecteur du travail, une expérience assez importante en matière de risques psychosociaux, harcèlement moral, souffrance au travail d'une façon générale. Depuis une quinzaine d'années dans le réseau et je participe aussi aux formations, mais on reviendra dans le détail peut-être tout à l'heure. Rachel Saada, je suis avocate au barreau de Paris. Je suis spécialisée en droit du travail et droit de la sécurité sociale et ma particularité, c'est de ne défendre que les travailleurs, les élus du personnel et les organisations syndicales. Je contribue au réseau depuis maintenant plus de 20 ans à ma plus grande joie. Marie-Charlotte Peset, je suis la fille de Marie Peset. J'ai commencé le site pour elle, j'ai créé le site pour elle il y a une quinzaine d'années et j'en suis maintenant la rédactrice en chef. Et on n'utilise plus vraiment le terme webmaster, mais et je suis aussi la trésorière de l'association. Marie Peset, donc la fondatrice du réseau et de l'association. C'est surtout la fondatrice de la première consultation Souffrance et Travail au siècle dernier à l'hôpital de Nanterre. Et quand j'ai été licenciée en 2010, ma fille et mon fils m'ont offert les noms de domaine Souffrance et Travail pour me consoler, en me disant qu'il fallait que je mette tout ce que je savais sur ces questions-là sur le site. On vous donnera les chiffres tout à l'heure. Je crois que maintenant, avec toutes les équipes en place, on sait beaucoup de choses sur la souffrance au travail. En tout cas, il est important de rappeler que ce réseau comprend maintenant 200 consultations en France, dans les DOM-TOM, en Suisse, en Belgique, et on a même une consultation au Japon, et que nos cliniciens sont formés grâce au CNAM et à l'Institut de psychodynamique du travail. Ce sont des cliniciens très outillés, qui ont aussi passé un module médico-juridico-administratif. Bref, ce sont des pointures qui s'occupent des travailleurs en très grande détresse qui viennent nous voir parce que c'est très compliqué, la question du travail. On le voit à travers la richesse du tour de table qu'on vient de faire, mais aussi parce que vous venez de nous dire à l'instant, vous êtes un réseau qui travaille en pluridisciplinarité. Beaucoup de gens sont mobilisés autour des personnes qui sollicitent l'aide du réseau. On pourrait peut-être reprendre ces différentes disciplines afin qu'on comprenne bien comment chacun participe, contribue à faire avancer les dossiers des personnes qui font appel à vous. Peut-être commencer par vous, Rachel, l'avocate, sur la partie juridique. Concrètement,
Qu'est-ce que vous faites à travers l'association ? Et moi, en ce qui me concerne, la première question que je leur pose, c'est: qu'est-ce que vous attendez de moi? On part pas du droit, on parle pas des livres, on parle et on part du besoin de la personne qui est en difficulté. Ça veut dire aussi que aucune solution n'est plaquée, aucune solution n'est imposée et surtout nous n'avons aucune réponse standard. On essaye de prendre en considération la demande, mais aussi le profil de la personne qui vient nous voir, sa situation familiale, personnelle, matrimoniale, aussi patrimoniale quelquefois. Et évidemment, très souvent, les gens nous disent: «Je ne veux pas faire de procès» et c'est évidemment la solution amiable qu'on essaye de privilégier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on peut faire? Heu, on évoque, si les faits le permettent, de procéder, à une déclaration, par exemple, de maladie professionnelle ou à un accident, une déclaration d'accident du travail. On explique aussi les différences entre, ce qu'est le régime de la maladie ordinaire et le régime des accidents, du travail. On essaye aussi d'organiser la survie financière des personnes, en expliquant toujours en quoi une rente accident du travail serait éventuellement préférable à une rente invalidité et on vient au soutien finalement du choix, qui va être fait. Autre chose qu'on essaye de faire également, c'est de voir, et de ne pas éliminer d'emblée, une procédure qui pourrait être opportune, soit devant le Conseil des prud'hommes, soit, devant, le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit pourquoi pas, mais beaucoup plus rarement parce que c'est bien plus délicat, devant, une juridiction pénale. Alors à partir de là, on explique quel est l'enjeu de la procédure, sa durée, son coût, les chances de, succès et donc c'est l'occasion de faire le clair sur la situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas en partant du droit, avec un grand D, mais des faits parce qu'en la matière, c'est le fait qui fait le droit et c'est pour ça que moi j'aime bien dire que l'avocat devient alors un maillon, de la chaîne des observations cliniques. Et pour finir, ce que je dirais, c'est que l'intérêt de mobiliser ses droits et donc de ne pas seulement interroger le droit, c'est de redevenir acteur de sa situation et de se redresser, de passer de la posture de salarié subordonné, à la posture de citoyen éclairé. À côté de l'avocat et de l'avocate, il y a l'inspecteur du travail. C'est vous, Jean-Louis, qui les représentez ici. Qu'est-ce qu'ils font, nos inspecteurs du travail, dans cette association ? Oui, alors nous sommes quelques inspecteurs du travail dans l'association, donc on intervient la plupart du temps, comme on dit, en back-office, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas directement par rapport à notre activité professionnelle. Puisque les inspecteurs du travail sont des praticiens du droit, ce sont des fonctionnaires et le corps, il est organisé dans ce cadre, c'est-à-dire dans le cadre du ministère du Travail. Alors dans le réseau Souffrance et Travail, on n'agit pas directement dans le cadre de ses compétences, comme je viens de rappeler, mais du fait de cette expérience et de ses compétences, on a un regard, des méthodes et une aide à la construction de l'aide aux salariés en souffrance psychique qui font appel au réseau. On intervient dans les formations également. On est quelques-uns, hein. Ce sont pas les 2000 inspecteurs du travail qui sont accolés au réseau. On est quelques-uns à participer à cette pluridisciplinarité. Voilà, formation LIPDT, au module médico-administratif. On participe aussi à la construction d'outils, hein, comme il y a un guide juridique, par exemple, de toutes les jurisprudences qui a été fait par notre collègue. On a fait aussi des PowerPoint sur les formations, sur le harcèlement moral, sur les organisations du travail, ce qui donne une vue d'ensemble sur les dysfonctionnements dans le travail et les manquements qui peuvent exister.
Je voulais juste rajouter, parce que nos inspecteurs du travail sont trop modestes, que c'est eux qui ont construit le guide des ayants droit pour les familles des gens qui ont malheureusement fait un passage à l'acte suicidaire sur le lieu du travail ou bien qui sera déclaré en accident du travail, que ce sont aussi nos inspecteurs du travail qui rédigent avec nos avocats tous les documents qui sont en ligne sur le site, qui sont juste à télécharger et à signer en mettant son adresse, parce qu'ils sont parfaitement rédigés comme la loi l'exige, et que de l'autre côté, les inspecteurs du travail peuvent aussi, de manière très réactive, nous passer un coup de fil pour qu'on prenne en charge un salarié qu'ils reçoivent à l'inspection qui va très mal, qui est au bord de suicide. Et le principe du réseau, c'est d'être hyper réactif, d'avoir les portables des uns et des autres, les psychiatres, les avocats, les inspecteurs du travail, et de pouvoir vraiment sauver des gens qui sont au bord du métro et qui se disent « Moi, je veux juste que ça s'arrête là ». C'est bien de pouvoir nous appeler tout de suite. On va continuer notre petit voyage en transdisciplinarité. On est ici chez le Psy du Travail, donc on va enfin parler un peu de psychologie. Je vous laisse la parole, Betty. Enfin Oui, alors nous sommes des psychologues du travail, mais pas que. Il y a aussi des psychologues cliniciens qui nous entourent. Et donc, chaque psychologue dans le réseau peut avoir son orientation, ses spécificités, ses choix particuliers. Par contre, il y a quelque chose un présupposé commun qui fonde le réseau et qui fonde nos pratiques. C'est que on refuse de considérer que la souffrance psychique, c'est une fragilité individuelle. Et donc, en fait, pour nous, au réseau et en tant que psychologue, on indique que la souffrance psychique au travail, elle va d'abord révéler une contradiction de l'organisation du travail. Et donc, quand quelqu'un s'effondre dans notre cabinet, ce qui est la pratique quotidienne, on va pas commencer à chercher ce qui va clocher chez lui, à essayer de creuser ses failles, papa, maman, le DIP, comme dit Marie. Mais on va commencer par regarder ce qui, dans son travail, est devenu intenable. Et pour ça, alors moi, j'ai fait mien le signifiant de Marie. Marie, quand tu disais que tu étais une psychologue engagée, j'en ai parlé avec d'autres psychologues du réseau et on se reconnaît vraiment là-dedans et on est engagé à 3 titres. D'abord, on est engagé parce que c'est une formation exigeante. Moi, pour gravir l'ascension depuis le tout début, pour arriver jusqu'au réseau, ça m'a pris plus de 10 ans, mais parce que aussi, il fallait que je décroche le master de psychologue du travail. Mais c'était bien ça, quand j'ai lu l'ouvrage « Ils ne mourraient pas tous », mais tous étaient frappés en 2008, c'était à ça que j'étais arrimée quand moi j'étais dans la tempête en tant que salariée dans une grosse structure qui secouait ses salariés comme des cocotiers. Et donc, en effet, il faut maîtriser les concepts de la psychopathologie du travail, avec l'idée de comprendre comment le travail il peut rendre malade. Et puis, maîtriser les concepts de la psychodynamique du travail, et tu l'as dit, Marie, avec comprendre comment on va mobiliser la subjectivité du sujet, qu'est-ce qui fait sens chez lui, quelle est son identité au travail, mais pas que. Et comme dit Christophe Dejour, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de neutralité du travail. Soit il vous détruit, soit il vous construit. Et donc, on est engagé dans la formation de psychodynamique et psychopatho avec l'IPDT ou le CNAM. Et puis, on peaufine cet arsenal. Voilà, on met des grenades dans notre poche avec la validation du module médico-juridico-administratif où on va comprendre les mécanismes de protection juridique, administrative, parce que c'est pas tout à fait le cursus. Enfin, on n'est pas des juristes, on se substitue pas aux autres corps de métier, on va le voir. Mais par contre, on a en tête qu'on va articuler le soin et le droit. Et en fait, tout ça fait qu'on est aussi engagé dans une clinique de la complexité, avec une pratique éthique vraiment spécifique. D'abord, on a une connaissance approfondie des organisations. Alors, pour nombre d'entre nous, on a été des salariés d'abord subordonnés, comme dit Rachel, avant d'être des salariés citoyens. Je ne sais même pas encore si ça existe, mais j'espère pouvoir un jour répondre à cette question. Et puis, quand quelqu'un arrive dans notre cabinet, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser une double chronologie. D'abord, avant toute chose, on s'intéresse à son histoire dans l'organisation du travail. Comment il y est rentré, on comprend son entrée dans la structure, son parcours, ce qui faisait sens dans son métier, ses règles de métier, ce qui l'anime, ce qui lui a permis de tenir bon tout ce temps, parce qu'il a quand même eu un joli parcours, probablement dans son histoire, et puis à quel moment ça s'effondre et ça se délite, et qu'est-ce qui s'est joué dans tout ça. Et puis ensuite, la chronologie de l'histoire du sujet, plus personnelle, comme quelque chose peut être mis à jour. Et pour faire tout ça, en fait, on va vraiment examiner toutes les dimensions que compose le travail, qui est un fait social total,
comme disait Dominique Méda, au sens où on va examiner les dimensions sociales. On a en tête que être une femme au travail, c'est pas pareil qu'être un homme au travail, par exemple. On va examiner les dimensions organisationnelles. Travailler dans une TPE, c'est pas la même chose que travailler dans un grand groupe, et les dimensions économiques et tous les faits sociaux, en fait, qui agitent le monde aujourd'hui aussi, ont des impacts collatéraux. Donc, ce qui fait qu'on on analyse le travail réel, au-delà des prescriptions, vraiment, qu'est-ce qui se joue? On refuse la psychologisation et l'injonction à l'adaptation. C'est pas notre job de remettre les gens au travail. Ça, c'est ce que disait Rachel. Vraiment, il n'y a pas de réponse standard, comme elle le disait si bien. Et nous, on travaille avec la singularité du sujet qui arrive. Et ensuite, les membres du réseau, donc les psychologues, ils sont engagés, ce qu'on dit, ce qu'on prône, dans un réseau pluridisciplinaire de partage collectif. Les membres du réseau, ils travaillent pas tout seuls, en fait, pas isolément. On a une communauté de praticiens et vraiment, c'est une boussole, un radar, enfin, ça nous porte vraiment, ça nous permet d'enrichir les pratiques. Et puis surtout, en fait, ce qu'on fait, et qui peut être une question éthique et qui anime parfois les membres, en tout cas les psychologues que je rencontre, qui sont membres ou pas du réseau, c'est on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va vérifier les conditions matérielles et sociales de la personne qui arrive. Est-ce qu'il a de quoi vivre? Dans quelles contraintes il est pris? On analyse concrètement sa situation, en fait. L'idée, c'est pas qu'il soit en errance totale, à pas savoir comment financer sa séance de psy, parce que de toute façon, ça sera plus l'enjeu, en fait. Et donc ça demande des connaissances plurielles, mais aussi, ça demande une articulation étroite avec les acteurs du parcours. Donc, on se coordonne avec des juristes, avec le médecin du travail qui nous aide beaucoup, avec les médecins conseils aussi, les inspecteurs du travail, et puis ce qui est important, c'est un peu notre étendard, on dit aux patients ne restez pas seuls, c'est vraiment écrit sur le site internet, et donc en fait c'est la conviction aussi qui guide les pratiques des cliniciens du réseau, parce que nous aussi on veille à ne pas travailler isolément. Et on s'appuie donc beaucoup sur tous les outils qui sont mis à disposition par tous les personnes qui sont autour de cette table, mais pas que, et qui sont à disposition aussi sur le site internet. Vous me faites la transition. On a fait un petit tour de toute la pluridisciplinarité et toute l'assistance qu'on peut recevoir quand on fait appel au réseau. Et là, il y a une porte d'entrée qui commence à être quand même très connue. Et c'est tant mieux, c'est votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Marie-Charlotte, peut-être ? Alors le site, comme je le disais tout à l'heure, on l'a créé il y a une quinzaine d'années. À l'origine, le but, c'était véritablement d'avoir une sorte de recueil des connaissances de ma mère, et puis de commencer au fur et à mesure à pouvoir donner à nos lecteurs une petite liste des consultations souffrance et travail qui existaient à l'époque. Et puis cette liste a grandi. Je me souviens à un moment, il y avait plus de 200 consultations et c'était toujours une liste HTML et c'était un cauchemar à garder à jour. Donc, il y a quelques années, on a refait le site entièrement pour pouvoir créer cet annuaire avec une carte qui est maintenant beaucoup plus pratique pour les utilisateurs, où ils peuvent se géolocaliser et trouver les consultations qui sont plus proches d'eux. Parce qu'en fait, à la base, c'est le but original du site, c'était véritablement donc de pouvoir aller offrir ces solutions aux travailleurs. Tous les articles qui ont été écrits sur le site ont été écrits par des inspecteurs du travail, par des psychodynamiciens, et j'ai commencé à trouver au fur et à mesure que les contenus étaient peut-être difficiles pour les utilisateurs à comprendre. Parce qu'ils sont très étoffés, il y avait beaucoup de jargon professionnel. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de réécrire le guide du travailleur pour qu'il soit beaucoup plus accessible aux lecteurs, surtout dans le cadre dans lequel ils se retrouvent, qui est souvent donc dans burn-out, fatigué, avec des troubles cognitifs. Il fallait faire le plus simple possible. Donc, en 2024, on s'est attelé à réécrire le guide du travailleur et donc à prendre toutes les connaissances de tous ces différents acteurs qu'on a dans l'association, les médecins du travail, les psychologues du travail, les inspecteurs, les avocats, pour écrire le nouveau guide du travail qui est rempli d'informations pratiques, je pense, qui sont beaucoup plus utiles en fait que de la théorie. Et ça s'est vu assez rapidement en fait. Le nouveau guide du travailleur, il a doublé en vue très rapidement en 2024. Le site a eu 677 000 visiteurs. Qu'on se dit aussi, et je pense que ça c'est quelque chose de très très important par rapport à cette association. Donc la diffusion des connaissances sur le travail humain,
Bien sûr, c'est pour les travailleurs, mais c'est pour qui d'autre? Il faut remonter, je pense, en amont, il faut retourner en amont pour voir quelle est la source du problème. La source du problème sont les techniques de management qui font que les travailleurs se retrouvent dans cet état et dans nos consultations. Et donc, on a créé toute une partie du site aussi pour pouvoir former les acteurs du travail, les managers, les ressources humaines. Je suis sûre qu'on pourra en parler de façon plus développée plus tard. Mais donc, mon but maintenant pour cette année, c'est d'étoffer toute cette partie-là du site aussi, parce que je pense qu'on est tous d'accord que c'est là qu'est la véritable solution. C'est d'arrêter le problème avant qu'il existe, en fait, plutôt que de devoir réparer après. Le site en lui-même, maintenant, il est très, très riche donc pour les travailleurs. Il a le guide sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles. Il y a le formulaire d'auto-évaluation de l'épuisement professionnel, qui est très, très pratique. Je pense qu'il faudrait qu'on le traduise en plusieurs langues, d'ailleurs, et peut-être qu'on l'améliore, parce que je pense que c'est un très bon guide pour les gens, pour qu'ils puissent, comme un premier pas, aller sur le site et puis aller cocher les cases et se dire « Ah, mais tiens, en fait, je vais pas bien et c'est à cause du travail. » Et puis bon, surtout, on a cet annuaire qui permet aux gens d'aller trouver les consultations près de chez eux, parce que ce qui est très triste, c'est moi qui gère les emails qu'on reçoit du site. C'est moi qui réponds à tous ces emails et je les reçois, et ce sont tellement de gens en souffrance. Tellement de gens qui se font maltraiter au travail, qui en peuvent plus et qui écrivent vraiment dans le désespoir « Aidez-moi ». Je leur réponds toujours, nous sommes juste une plateforme d'information, parce que le site, c'est vrai, c'est juste ça, c'est une plateforme d'information, donc moi, je ne peux pas vous aider. Mais ce que vous pouvez faire, voici le lien vers l'annuaire. Géolocalisez-vous et vous allez trouver la consultation souffrance et travail la plus proche de chez vous. Et comme ma mère et comme Jean-Louis disait tout à l'heure, c'est un réseau qui est très réactif. Ils sont là pour sauver les travailleurs et donc ils réagissent tout de suite. Mais il faut passer par l'annuaire. Voilà. Et puis donc toutes les autres ressources qu'on a sur le site. Et j'espère bientôt tous ces managers qu'on pourra former à arrêter d'embêter les gens. Alors c'est un petit peu la raison d'être du podcast Le Psy du Travail, de casser des mythes, des neuromythes et des mythes managériaux. Je ne veux pas vous faire peur, mais le travail, il est un tout petit peu immense. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, j'enseigne en école d'ingénieur notamment. Il y a beaucoup de bases à remettre par rapport aux formations initiales qu'on dispense en France. Mais c'est un autre sujet. Mais ça vaut le coup d'essayer quand même. Bien entendu. Oui. Il faut faire sa part, et je suis très très fière de ma mère et du travail qu'elle fait de faire sa part pour vaincre le Goliath. Vous pouvez, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout ce qu'on se dit là, ça a des coûts. Il y a de l'argent à dépenser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment cet argent est dépensé, avec quel niveau de transparence, Marie ? Alors, en fait, tous ceux qui participent à la diffusion des connaissances sur le travail humain et qui mettent leur savoir pour qu'on puisse mettre en ligne les bons outils sont bénévoles. Ce qui coûte très cher, c'est le site, parce que notre site est énorme, donc il coûte entre 30 et 40 000 euros par an en termes techniques. C'est une somme considérable que je gagnais au début en faisant des formations, mais maintenant je suis âgée, fatiguée, avec un Covid long. On a aussi 200 consultations qui payent une toute petite cotisation annuelle, et donc on a depuis 4 ou 5 ans des donateurs, des petits, des plus gros, parce qu'on essaye aussi, quand un salarié, par exemple, n'a pas les moyens de payer le bilan neuropsychologique, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale et qui coûte quand même 300 €, de le payer pour lui. Il en paye une toute petite partie et on paye le reste. Quand le salarié n'a pas non plus de mutuelle qui l'aide à payer les séances de psychothérapie par nos cliniciens, dont vous avez compris qu'ils étaient très affûtés,
et que ça n'a rien à voir avec le dispositif mon soutien psy. Ce sont des gens très hautement formés. Nous aidons aussi à ce suivi. Au fil des années, donc le coût ne fait que s'alourdir parce qu'il y a de plus en plus de gens en difficulté, de plus en plus de gens qui sont jetés, y compris les têtes, les salaires les plus élevés, hein. Les chefs d'entreprise, les directeurs d'hôpitaux. Nous avons un de nos avocats qui a dû en accompagner un à la gendarmerie pour une audition parce qu'on l'accuse de je ne sais pas quoi. Il n'a plus un sou, donc nous allons prendre en charge cette affaire-là. Nous essayons de mailler le territoire, hein, surtout. Je pense que c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas le seul réseau. J'en profite pour parler du réseau APESA, qui s'occupe des chefs d'entreprise, du réseau SPS, qui s'occupe des soignants, d'Elten, qui s'occupe des enseignants. Voilà. C'est important de dire que devant la défaillance des institutions surgissent des territoires, des volontés et des constructions extrêmement vertueuses et efficaces parce qu'elles sont au plus près de la réalité de ce que les gens traversent. Et que nous sommes beaucoup plus réactifs qu'une administration, qu'un ministère, ou je ne sais quel autre ARS qui mettent du temps à vous autoriser à faire. Voilà. On a des carnets de téléphone bien remplis et très réactifs. C'est important. Mais tout ça coûte de l'argent, c'est vrai. Alors, il faut rappeler que nous sommes d'intérêt général et que donc tous les dons sont déductibles à 66% des impôts. C'est important de le dire. Donc, tous les contribuables français, puisque nous, on a une audience qui est francophone, les contribuables français qui verseraient 100 € à l'association, ça leur coûterait 33 € pour parler tout à très fait. concrètement. C'est exactement ça. Et ça nous aiderait à tirer d'affaire des gens qui ne peuvent payer ni avocat spécialisé, ni psychothérapeute pointu. Sans oublier que nous avons aussi des médiateurs du travail et des assistantes du travail dans le réseau. On a essayé d'étoffer la force de frappe pour vraiment couvrir absolument toutes les disciplines. Ça nous aiderait aussi à rester en ligne. C'est très important parce que, comme tu le disais, le site coûte très cher et pour l'instant, il est financé en grande partie par ton travail, par les formations que tu dois aller faire de France et de Navarre. Et donc c'est vrai que les dons peuvent sauver le site sur le long terme. Et toi, tu pourras te reposer un peu, ce que tu mérites bien. Puis je crois que les gens aiment bien donner directement à des institutions ou à des organisations qu'ils connaissent et dont ils connaissent les visages et les activités, plutôt que donner dans le vide. C'est l'objet de la proposition que je vous ai faite de parler dans ce cadre-là de l'association, puisque voilà, on va mettre, alors pas des visages puisqu'on fait du podcast, mais on va mettre des voix et on va mettre des métiers et on va mettre des usages derrière le mot Souffrance et Travail ou le site Souffrance et Travail. Est-ce que je peux rajouter quelque chose vite fait sur les dons ? Comme je suis trésorière, je vois aussi passer les dons et ce que je vois assez fréquemment, ce sont les gens qui donnent parce qu'un de leurs proches, un membre de leur famille ou un ami ou un collègue a vécu de grandes souffrances au travail. L'année dernière, je me souviens, tout d'un coup, on a reçu plein de dons au nom d'un travailleur qui s'était suicidé au travail. Et je trouve ça très beau que les gens, que sa famille, ses amis soient venus nous soutenir pour qu'on puisse ensuite utiliser donc leur argent pour aller soutenir d'autres travailleurs. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on n'en soit plus au stade où les dons viennent trop tard. Où les dons viennent et comme ça, hop, on peut sauver les gens avant que le pire arrive. Voilà. On finit traditionnellement le podcast du Psy du Travail avec la question de savoir si vous auriez des idées saugrenues à nous faire ruminer pour les jours qui viennent. Rachel, est-ce que vous avez une idée saugrenue ? Alors, c'est pas du tout une idée saugrenue, c'est une indignation absolue parce que depuis ce matin, le gouvernement a décidé de taxer de 50 € tous les gens, tous les travailleurs
tous les assurés sociaux qui ont une réclamation à faire devant le Conseil des prud'hommes ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. C'est une honte absolue. La justice est en principe gratuite. Cette taxe inutile, injuste, aberrante, qui avait déjà été mise en place il y a une dizaine d'années à hauteur de 35 € et que Christiane Taubira avait supprimée, ne réglera évidemment aucun problème de budget, mais va créer un peu plus de renoncement, un peu plus d'abandon, un peu plus de détresse et un peu plus d'inégalité. Donc mon idée n'est pas saugrenue, elle est que il faut que cette taxe de 50 € par affaire soit abandonnée. Betty, une idée saugrenue? Oui, moi, c'est une question que je rumine depuis trop longtemps. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Ça fait 30 ans que je travaille dans les entreprises parce que j'ai en vérité une double vie. Moi, je travaille dans l'informatique. J'ai travaillé dans plus de 20 entreprises. Tous les formats, toutes les méthodes de management. On m'a fait jouer au Lego. On m'a fait monter des spaghettis sur un chamallow sous couvert de sachons comment monter un projet. Je n'ai rien appris. Mais plus le temps passe, en fait, et plus je m'aperçois que la seule alternative, c'est d'être de pas dire grand-chose, de se taire, pour pouvoir naviguer et utiliser la ruse pour pouvoir transformer un petit peu les choses au sein d'une organisation de travail ou d'un collectif de travail. Et du coup, je me demande, est-ce que un salarié citoyen au travail, dans son entreprise, ça existe ou pas? En voilà une question qu'elle est saugrenue. Marie-Charlotte, une idée saugrenue? Mon idée saugrenue rejoint un petit peu celle de Betty, où je me disais que je voulais dire à vos auditeurs que s'ils avaient envie d'exprimer leur solidarité, mais qu'ils n'ont pas les moyens, une véritable façon d'exprimer sa solidarité, c'est de garder l'œil au travail sur ses collègues, c'est d'être là. Donc oui, d'être un citoyen. Marie, vous nous aviez déjà donné une idée saugrenue. Est-ce que vous en avez une nouvelle? Non, mon idée saugrenue, c'est toujours la même, c'est la solidarité de principe. La collègue d'à côté qu'on ne peut pas voir, si elle est toute pâle depuis quelques jours, il faut aller lui demander ce qui ne va pas. Et si on s'occupe les uns des autres, on ira tous beaucoup mieux. Et puis surtout, l'autre idée saugrenue, l'entreprise ne vous rendra jamais votre santé quand elle sera abîmée. Donc, préservez votre santé, c'est le socle de la vie. Hein. On vous écoute, Jean-Louis. Alors, moi, ça serait que dans les formations en direction de ceux qui organisent le travail dans l'entreprise, dans les entreprises, on tienne compte de ce qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue scientifique, et notamment les critères GOLA qui génèrent une souffrance au travail, et qu'on tienne compte donc de l'aspect d'autonomie, de charge de travail, de soutien social qui ont été mis en évidence, et la privation de ceci génère la souffrance. Alors, quand je dis ces trois premiers critères, ils font que se dégrader avec l'informatisation, y compris l'intelligence artificielle en rajoute encore sur l'atomisation des tâches de travail, qui fait que on est de moins en moins autonome et de plus en plus standardisé dans nos tâches de travail. Et donc, il y aurait donc c'est complètement saugrenu ce que je dis, puisque c'est pas la tendance. La tendance, elle est de parcelliser de plus en plus. Pas de baby-foot dans la salle amiantée. Moi, j'appelle ça le baby-foutre, mais c'est ma façon à moi de le dire. Allez, 1, 2, 3, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on n'oublie pas d'aller cliquer sur les liens que je mettrai en description, notamment le lien pour faire des dons. Merci à tous.